remettent en question l'homme maître et possesseur de la nature, remettent en question l'idée d'anthropocentrisme, remettent en question l'idée de tout rationaliser, de tout réifier. Pour moi, tout ça va un petit peu ensemble. C'est peut-être justement repenser l'homme au centre d'un écosystème. Et ça, je sais que tu seras sensible parce que tu utilises beaucoup le mot écosystème, égosystème, tu utilises beaucoup ça. Donc de remettre, de ne plus voir la nature comme un environnement. Ça va avec la notion d'individu, hein. Nous sommes tous protagonistes de notre propre pièce. Autour, on a des silhouettes. Alors c'est plus ou moins des protagonistes. Là, je reviens à la narration, mais pour que tu vois ce que je veux dire, hein. Des protagonistes plus ou moins proches, tu vois, plus ou moins figurants, plus ou moins lointains. Plus ils sont lointains, plus on s'en fout, puisqu'ils font pas partie de notre narration à nous. Et puis derrière, tu as en fait le théâtre. Et c'est des arbres en carton, tu vois ce que je veux dire? C'est des animaux en carton, tout est en carton, tu vois. Et on peut modifier, ça permet, ça autorise Elon Musk, quoi. Tu vois, tu peux modifier, tu peux changer. De toute façon, t'as affaire à du carton-pâte, tu vois. T'as affaire. Et l'autre lointain, c'est pas vraiment un homme, c'est un figurant qui nous fait chier. Il vient chez nous, il vient rentrer dans ma pièce, il a rien à foutre dans ma pièce, qui se barre. Donc cette notion d'individu, tu vois, là, vraiment maître et possesseur de tout, de ton destin, parce que c'est ce qui se joue aussi avec le développement personnel. Tu peux tout choisir toi-même. Tu n'as pas, justement, il n'y a pas de notion de logobiote. Tu te crées tout toi-même. Tout ça nous fait énormément souffrir et je pense que maintenir ces lunettes-là, pour rester dans ton jargon, maintenir ces lunettes-là plaquées au réel, je pense qu'il y a un truc ça fait partie du flou, tu vois. Tu peux pas clouter avec ces lunettes-là. Pour moi, tu peux pas clouter avec les lunettes de l'humanisme. Tu peux rien clouter, tu restes dans un flou qui est plus en phase, qui est quelque chose qui n'est plus viable. Voilà mon point de vue. J'ai pris beaucoup de temps, mais ah non, mais c'est passionnant. On est au cœur du truc. Moi, je pense pas. Je pense que au contraire, ce que tu décris, c'est l'absence de raison. La raison, c'est le raisonnable et le rationnel. Quand je te dis, moi, je crois en la raison, je crois au rationnel. Par contre, le raisonnable, c'est très compliqué parce que il y a de la culture. Il y a des us et des coutumes, il y a de la pression sociale. Qu'est-ce qui est raisonnable? Là, on voit bien qu'il y a la morale, la loi, l'éthique, et ça entre, et c'est là où ça bug. C'est pas dans le rationnel. Le rationnel, il est rationnel, il est scientifique, il est argumenté, il est dialectique, il est de la discussion, c'est la seule possibilité de tomber d'accord quand on est de cultures différentes. C'est le seul langage commun. Par contre, le raisonnable, quand Descartes dit il faut se rendre comme maître et possesseur de la nature, il dit simplement que en dessous de Dieu, il y a l'être humain, tout simplement. Et c'est vrai que ça, il faut le mettre en question. Et dans mon livre, Mélangeons-nous, enquête sur l'alchimie humaine, dans ce livre-là, je dis bien qu'on ne peut pas ne pas se mélanger si on est vraiment humain. Donc, pour moi, la raison, elle est mélange. À partir du moment où tu sais que tu es les animaux, du verbe être, à partir du moment où tu sais que tu es le monde, que tu crées un écosystème en bonne intelligence avec l'univers, évidemment que le raisonnable change. La transformation doit être une transformation de ce que l'on pense comme étant raisonnable. Et là, c'est pas la raison rationnelle. Là, c'est vraiment l'éthos, c'est l'éthique, c'est les habitudes, les mentalités, etc. Du rationalisme. Enfin, oui. Alors là, moi, du coup, c'est vrai que j'emploie derrière le mot rationalisme cette idée que tout devient mathématique, pour le dire comme ça, hein. Quand tu lis Homo Deus d'Harari, tu es là-dedans. Tu es complètement dans cette idée que tout peut être algorithmisable, les émotions, et donc du coup, en effet, là, le corps, le vivant, le bios, en règle générale, disparaît totalement. C'est-à-dire que ça devient quelque chose d'extrêmement fragmenté. Alice s'appelle Alice Moreau. Et Alice Moreau, c'est une référence évidemment à l'île du docteur Moreau de Wells. D'accord. H.G. Wells, Herbert George Wells. En 1896, il écrit l'île du docteur Moreau. Tu connais, tu as peut-être vu le film de 96. Oui, j'ai pas lu le livre. À l'époque, c'était vraiment la polémique sur la vivisection. Est-ce qu'on peut utiliser les animaux, les découper en rondelles, voilà. Donc c'est intéressant, ça rejoint exactement ce qu'on est en train de dire. Est-ce que la vivisection fait partie de la rationalité ou c'est barbare, etc. Et il va créer ce roman. Edward Prendict échoue donc sur une île, l'île du docteur Moreau, où ils font des expériences avec des animaux et des hommes, et ils créent à coup de chirurgie, de bistouri. On n'est pas encore dans la génétique, mais il y a des hybridations. Ils créent des hommes bêtes, des hommes animaux, moitié phacochère, moitié homme, moitié puma, moitié homme. C'est horrible. Et ils découvrent tout ça. Et ce qui est très intéressant, ce qu'il ne faut pas oublier dans l'île de Docteur Moreau, c'est qu'il y a la loi.
Il y a une loi, parce que lui, le docteur Moreau, d'ailleurs dans le film de 96, il a été incarné par Marlon Brando énorme, et qui joue le docteur Moreau, qui est hyper charismatique, et le générique de ce film est grandiose au niveau musical et visuel. Tous les films qu'on a vus après ont pompé, toi qui aimes le cinéma, dans le générique de l'île du docteur Moreau, qui est hallucinant. Et ce qu'on oublie, c'est que les animaux sont censés obéir à la loi. Un programme humain contre nature, puisqu'ils sont impulsifs. Et la loi, c'est évidemment qu'il faut respecter le maître. On est quand même l'idée du maître, c'est-à-dire de l'humain, qui doit être au-dessus des animaux. Donc ce sont ses enfants et lui, c'est le papa. Donc tu vois, on est proche d'Imlac, Alice, tu vois pourquoi elle s'appelle Moreau. Mais il y a aussi la loi. Et la loi, c'est une sorte de mantra que les animaux doivent répéter comme une punition. Ne pas marcher à quatre pattes, c'est la loi. Ne sommes-nous pas des hommes? Ne pas laper pour boire, c'est la loi. Ne sommes-nous pas des hommes? Ne pas manger de chair ni de poisson, c'est la loi. Ne sommes-nous pas des hommes? Ne pas griffer l'écorce des arbres, c'est la loi. Ne sommes-nous pas des hommes? Ne pas chasser les autres hommes, c'est la loi. Ne sommes-nous pas des hommes? Et ce qui est très intéressant, c'est pour ça que j'ai mis Alice Moreau, c'est que Édouard, le héros qui découvre ça, va découvrir que les hommes bêtes transgressent la loi parce qu'ils mangent des lapins. Le lapin d'Alice au Pays des Merveilles. La référence de la personnage principale qui a conçu Imlac, c'est Alice de Lewis Carroll. Et ce qui est intéressant dans Alice, c'est que ça soit par-delà le miroir, enfin le deuxième, je sais plus comment, la traversée du miroir, et le voyage, les aventures d'Alice au Pays des Merveilles, donc les 2 tomes. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est l'ennui qui fait que Alice va vivre des aventures. Alice, au début de Alice au Pays des Merveilles, s'ennuie, tandis que sa sœur lit un livre sans dialogue ni image, ce qui est le comble de l'ennui. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'image, tu vois, pour une petite fille de 10 ans, c'est horrible. Et elle va suivre après le lapin, mais parce qu'elle s'ennuie. Et elle n'est pas du tout choquée de voir un lapin avec un gilet bleu, avec une montre à gousset, dire je suis en retard, je suis toujours en retard. Et ensuite, c'est l'aventure. Et dans de l'autre côté du miroir, c'est l'ennui dans son salon, je crois. Elle s'ennuie, elle regarde le miroir du salon et elle plonge de l'autre côté du miroir. Donc, c'est l'ennui qui fait qu'on vit une aventure fantastique et l'émerveillement est sur fond d'ennui à chaque fois, tu vois. Tu sais, le petit lapin qui va être l'entrée, qui est d'ailleurs repris dans Matrix, où Neo est sommé de suivre le lapin blanc, White Rabbit, de suivre le lapin blanc pour finalement sortir de la Matrix, ni plus ni moins de sortir du Deep Curse, finalement. Tu vois, Alice Moreau, c'est le mélange de tout ça. Ne sommes-nous pas des hommes? Cette question lancinante, c'est exactement l'arnaque de la raison. Là, on a affaire à une raison qui n'est pas la raison, qui est une raison totalement instrumentale, la passion de la vivisection, créer des hybrides, jouer avec la vie, se prendre pour un dieu, tout simplement. Et là, on n'est pas dans le rationnel, on est dans la l'hubris, la démesure. On n'est pas dans le raisonnable, on est dans le déraisonnable. Et on n'est pas dans le rationnel parce qu'il crée des monstres qui n'arrivent pas à... Donc, tu vois, quand l'hubris prend le visage de la raison, le masque de la raison et fait n'importe quoi, pour moi, ce n'est pas la raison. La raison doit rester, pour moi, un idéal de vie qui est préservé. Et donc, il faut plutôt bien préciser ce qu'est la raison, mais la garder, plutôt que de se dire on s'en débarrasse, parce que sinon, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. À la fin du roman, il se sauve de l'île et il voit Londres. Et il est traumatisé par ces hommes bêtes. Il ne peut pas s'empêcher de voir derrière les visages complètement humains qu'il a dans la foule des monstres, des loups, des chiens. Et ça finit comme ça. Toi, j'étais un peu spoilé le truc, mais ça finit par une sorte de terreur profonde d'avoir joué à habiller la folie de raison. C'est ça le problème. Le problème, c'est que c'est totalement fou. On peut pas dire il est dans la raison, le docteur Moreau. D'ailleurs, il se fait bouffer par l'homme puma. La folie qui prend le visage de la raison, c'est ce qu'il y a de plus effrayant. Et d'ailleurs, quand on réfléchit un peu à nos rêves, nos pires cauchemars, c'est pas le monstre,
C'est le monstre qui commence à parler, à taper la discute avec toi alors qu'il est monstrueux. C'est ça qui fait peur, tu vois. Et donc voilà.